Est-il possible qu'à une époque reculée, il ait existé une mystérieuse race d'humanoïdes caractérisée par un crâne plus allongé que celui des êtres humains? Dans les textes anciens, il est souvent fait mention de peuples dotés de grandes capacités et d'une apparence physique inhabituelle, des peuples qui ont transmis aux hommes savoir et connaissances. Il existe des preuves et des découvertes spécifiques qui confirment la véracité de ces anciens récits. Que se passerait-il si des preuves de l'existence de ce peuple ancien étaient découvertes? Si ces traces existaient vraiment, ne devrions-nous pas les trouver? En réalité, il existe une abondante documentation sur des découvertes qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, devraient au moins susciter le doute quant à l'existence possible d'un peuple ancien dont on a perdu la trace. Mais cela n'arrive pas, et donc ce que nous devrions nous demander, c'est pourquoi tout cela est passé sous silence. Beaucoup d'entre vous seront probablement sceptiques quant à la véracité réelle de ces découvertes. Mais après avoir vu cette vidéo, nous sommes sûrs que, au contraire, de nombreux doutes surgiront. Aujourd'hui, nous allons explorer des découvertes incroyables et analyser toutes ces preuves qui pourraient changer à jamais notre compréhension de l'histoire de notre planète. Mais avant de commencer ce voyage fascinant, comme nous le faisons toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Le récit de notre histoire commence avec Giulio Tello, un archéologue péruvien né en 1880, souvent considéré comme le père de l'archéologie péruvienne. Tello a consacré sa vie à la découverte des anciennes civilisations du Pérou, et sa contribution à notre compréhension de ces cultures est inestimable. L'une de ses découvertes les plus incroyables et mystérieuses eut cependant lieu en 1928 à Paracas, une région côtière du Pérou. Lors d'une fouille dans un très ancien cimetière, Tello, accompagné de son équipe de recherche, mit au jour une grande quantité d'ossements humains, dont de très nombreux crânes. Ce sont précisément eux qui attirèrent l'attention. Environ 300 d'entre eux présentaient des particularités très inhabituelles pour des crânes humains considérés comme normaux. Ces crânes avaient une forme anormalement allongée et présentaient aussi des caractéristiques incompatibles avec des os humains normaux. Avant d'aller plus loin, dissipons toutefois un malentendu. Nous en avons parlé dans une vidéo précédente, mais il est important de le rappeler car cela crée encore aujourd'hui de la confusion. La science officielle ne nie pas l'existence de ces crânes, mais elle considère qu'ils sont le résultat de rituels religieux et esthétiques particuliers. Par la suite, nous verrons que cette explication non seulement ne suffit pas à expliquer ce phénomène, mais qu'elle n'est même pas techniquement possible. Mais pour être complet, disons qu'en effet, de nombreux peuples ont dans leur tradition la pratique de l'allongement du crâne. Cette pratique consistait à attacher autour du crâne encore mou des enfants, des bandes ou des planchettes pour en modifier la forme. Ce processus commençait juste après la naissance et continuait jusqu'à ce que les os du crâne se solidifient, donnant ainsi une forme allongée à la tête. Bien qu'elle fût très douloureuse et risquée, car elle mettait en danger la santé de ceux qui la subissaient, cette pratique a effectivement été réalisée au fil des années à des fins rituelles de beauté par des peuples présents dans divers endroits de la planète. Mais comme nous l'avons dit, penser que tout cela suffit à expliquer ces découvertes insolites est une erreur grossière, et nous allons maintenant essayer de vous montrer pourquoi. Hérodote, le grand historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, décrit par exemple les crânes du peuple syrien comme étant plus longs et plus résistants que ceux d'autres peuples. Cette observation, faite il y a des milliers d'années, suggère que la pratique de la déformation crânienne, déjà dans les temps anciens, n'était pas limitée au seul Pérou. J'ai observé que les crânes du peuple syrien sont de loin plus résistants que ceux des Égyptiens. Je crois que la cause de cela est que les Égyptiens, dès l'enfance, couvrent leur tête avec des tissus, tandis que les Syriens la laissent découverte. C'est pourquoi les crânes des Égyptiens sont si mous qu'ils peuvent être brisés avec une pierre, tandis que ceux du peuple syrien sont si durs qu'ils ne se cassent même pas si on les frappe avec une pierre. Merci de votre attention. Comme nous l'avons dit précédemment, la science officielle affirme que la forme anormale de ces crânes provient d'un procédé artificiel. Regardons maintenant ces deux crânes. À gauche, nous avons un crâne humain de forme classique, et à droite, un crâne avec une forme anormale. Qu'y a-t-il d'étrange? Comme nous pouvons facilement le remarquer simplement en observant le crâne de forme allongée, celui-ci n'a pas seulement une forme anormale par rapport à la norme, mais il semble aussi plus grand. Maintenant, si la forme allongée était due à une action d'écrasement, le crâne aurait certes une forme plus oblongue,
mais ils n'auraient jamais pu acquérir une masse plus importante. Pour comprendre ce concept, imaginons que nous écrasons un ballon. Nous arrivons à lui faire changer de forme, mais l'air contenu à l'intérieur restera toujours la même. Cependant, cela ne se produit pas avec les crânes allongés. En effet, ceux-ci montrent une capacité crânienne supérieure de 25%. Alors, comment est-il possible qu'ils aient une capacité crânienne plus grande? Tout cela ne peut certainement pas se produire avec une simple opération mécanique d'écrasement. Des scientifiques ont suggéré que ces crânes souffraient de pathologies comme l'hydrocéphalie. Mais cette hypothèse ne tient pas pour plusieurs raisons. La première raison est certainement que la forme d'un crâne hydrocéphale est différente de celle observée dans les découvertes de crânes à travers le monde. Le deuxième élément est qu'il est très difficile qu'une telle pathologie ait touché un nombre aussi élevé d'individus. La découverte par Tello de 300 crânes de forme anormale. Mais si les individus qui avaient le crâne déformé avaient été atteints de pathologies particulières, qui souvent, comme conséquence, entraînent une altération des fonctions cognitives et motrices, pour quelle raison tant de peuples de la Terre auraient-ils dû imiter cette forme et en faire un modèle de beauté? Ou comme nous l'avons déduit des objets retrouvés dans les tombes de ces individus, pourquoi cette imitation était-elle pratiquée par les classes les plus élevées? Comme nous le disions précédemment, un autre détail intéressant est que les os qui composent le crâne de ces crânes à la forme anormale semblent être plus épais et plus résistants. De cette particularité, comme nous l'avons vu, Hérodote en avait parlé lorsqu'il décrivait les crânes syriens. En Perse, en Égypte et en Syrie, il est possible d'observer une différence significative dans la dureté des crânes des personnes. Les Perses portent des couvre-chefs, et il en est de même pour les Égyptiens. C'est pourquoi les crânes de ceux que j'ai mentionnés sont bien plus mous que ceux des Perses. C'est le contraire pour ceux qui vivent en Syrie, qui ont l'habitude de se couvrir la tête avec du feutre, et pour cette raison, leurs crânes sont beaucoup plus durs. Il est évident que porter ou non un couvre-chef durant la croissance d'une personne n'a rien à voir avec cela. Mais Hérodote ne peut pas le savoir, et il se contente de faire une hypothèse selon les connaissances scientifiques dont il dispose. Mais son témoignage reste très important, car il met en évidence cette anomalie dès l'Antiquité. En effet, pensez que la différence entre un crâne normal et un crâne allongé est tellement importante que, lorsqu'on les pèse, on constate que les crânes de forme anormale pèsent 60% de plus qu'un crâne normal. Mais ces crânes ont aussi une autre particularité. Ils n'ont pas de suture sagittale. Les sutures osseuses dans le crâne humain sont des articulations fibreuses qui relient les os du crâne. Elles sont composées de tissus conjonctifs denses et permettent une croissance et une déformation minimale nécessaires au développement et à la protection du cerveau. Les principales sutures crâniennes sont la suture coronale qui unit l'os frontal avec les deux os pariétaux, la suture sagittale qui unit les deux os pariétaux le long de la ligne médiane du crâne, la suture lambdoïde qui unit les os pariétaux avec l'os occipital à l'arrière du crâne, et enfin la suture squameuse qui unit les os pariétaux avec les os temporaux de chaque côté du crâne. Comme nous le disions, elles sont importantes car elles permettent au crâne de s'élargir pendant la croissance. Il existe diverses pathologies qui présentent des altérations des fonctions normales des sutures. Par exemple, il peut arriver que celles-ci se soudent prématurément et, en conséquence, entraînent une compression du cerveau pendant les phases normales de croissance. Si elle n'est pas traitée chirurgicalement, cette compression provoque diverses pathologies, dont certaines sont mortelles. Pour expliquer l'absence de la suture sagittale dans les crânes anormaux retrouvés dans plusieurs parties du monde, certains scientifiques ont supposé que ces individus étaient atteints d'une certaine pathologie. Mais des analyses précises ont démenti cette hypothèse, et ont confirmé que la suture sagittale dans ces crânes n'a jamais été présente à aucune phase du développement. Une autre anomalie que nous ne pouvons certainement pas expliquer par le bandage crânien concerne la taille des cavités oculaires qui, comme nous pouvons le voir sur cette photographie, apparaissent nettement plus grandes que des orbites oculaires normales. À tout cela s'ajoute un autre aspect très particulier. Le point où la colonne vertébrale s'insère dans un crâne normal est très différent de celui où elle s'insère dans un crâne de forme anormale. Et il est clair que toutes ces anomalies dont nous vous avons parlé ne peuvent pas avoir été causées par le simple bandage ou la compression du crâne, mais elles sembleraient être autant d'indices de l'existence d'une race d'humanoïdes différente de la nôtre.
De plus, il est connu depuis l'Antiquité que ces crânes présentaient des caractéristiques atypiques. Et même les chercheurs du passé avaient compris que ceux-ci étaient très différents de ceux réalisés par la pratique artificielle de la compression. Cette certitude venait aussi de découvertes exceptionnelles. Deux chercheurs du passé, Rivero et Sciudi, en 1851 dans le texte « Antiquité péruvienne », ont décrit une découverte incroyable. Dans le livre, on découvre la description d'une ancienne momie féminine. Celle-ci, en plus d'avoir la tête allongée typique, présentait une particularité extraordinaire. Elle était enceinte. Dans le ventre de la femme, il y avait en effet un fœtus, qui fut estimé à environ 7 mois. Donc proche de la naissance et complètement formé, en ce qui concerne le squelette et les os. À l'époque, évidemment, il n'existait pas encore d'appareil photo, mais comme nous pouvons le voir, en complément de la description textuelle, nous avons un dessin détaillé qui reproduit la découverte du fœtus. La même conformation de la tête se présente chez les enfants qui ne sont pas encore nés, et nous en avons eu une preuve convaincante avec un fœtus logé dans le ventre de la momie d'une femme enceinte, trouvée dans une grotte de Huichay. Mais des découvertes similaires ont également eu lieu à des époques plus récentes. Par exemple, au Pérou, on a retrouvé le squelette d'une jeune mère, et près d'elle, les restes de son fils, dont l'âge a été estimé à 9 mois. Les deux corps présentent un crâne allongé et toutes les anomalies dont nous avons parlé jusqu'à présent. La découverte d'un autre enfant péruvien, âgé apparemment de 10 mois, est également très célèbre. Il est devenu connu sous le nom de Deadman Child et se trouve actuellement en Allemagne, au musée de Leipzig. Dans ce cas, nous pouvons voir que la petite momie possède un crâne de forme anormale. Mais revenons un instant en arrière et observons à nouveau le dessin qui représente le fœtus trouvé en 1851 par Rivero et Sciudi. Si l'on observe bien l'image, un détail saute immédiatement aux yeux. Le fœtus est représenté avec une dentition déjà développée, ce qui semble être une anomalie puisque les dents n'apparaissent pas avant 8 à 10 mois après la naissance. À ce stade, il est inévitable de se demander pourquoi il a été représenté de cette manière et s'il s'agit d'une licence artistique ou s'il y a autre chose. Il est difficile de parler de licence artistique dans un dessin qui vise à représenter une découverte de la manière la plus fidèle possible. Donc, devons-nous penser que le fœtus possédait déjà une dentition développée? Cela semble impossible, mais il semblerait que oui, et cela est confirmé par certaines découvertes récentes. Un exemple significatif est la découverte du crâne d'un enfant trouvé près du lac Titicaca en Bolivie, qui aurait eu moins de 2 ans selon les estimations. Le crâne présente les anomalies habituelles et l'absence de la suture sagittale, mais il a quelque chose de plus. Il y a 24 dents bien formées. Dans un développement normal, il est très inhabituel qu'à un peu moins de 2 ans, il y ait déjà 24 dents présentes. Et c'est un autre élément extraordinaire qui, avec d'autres découvertes, semble confirmer que ces individus avaient des phases de développement plus rapides que celles d'un homme ordinaire. Un dernier aspect anormal constaté lors de l'analyse de ces crânes allongés est la présence de 2 trous dans la partie supérieure du crâne. Ces 2 trous devaient avoir une certaine fonction, qui reste cependant inconnue pour le moment. Nous devons cependant apporter une précision importante. Les crânes retrouvés ne peuvent provenir d'individus ayant vécu il y a des millions d'années. En effet, dans ce cas, le temps les aurait dissous, et dans le meilleur des cas, nous aurions trouvé des fossiles, mais ce n'est pas le cas. L'état de ces crânes est excellent. Certains ont encore des tissus attachés à la surface des os, ce qui laisse supposer qu'ils ne peuvent avoir que quelques milliers d'années au maximum. Cet aspect est très important, car il confirme que ces hommes étaient présents jusqu'à il y a quelques milliers d'années, voire même jusqu'à des époques plus récentes. Comme nous l'avons dit précédemment, des crânes présentant des anomalies similaires ont été retrouvés dans presque toutes les régions du monde, et dans des endroits qui, à notre connaissance, n'ont jamais eu de contact entre eux par le passé. Un fait encore plus curieux, lié à tout ce que nous venons de dire au sujet de l'Égypte ancienne, nous en avons parlé dans une vidéo précédente, et pour ne pas nous répéter, nous vous mettons le lien dans la description, mais on ne peut pas ne pas dire qu'il est très curieux que certaines représentations anciennes en Égypte montrent que les pharaons et leurs enfants avaient le crâne allongé. À ce stade, il est inévitable de se demander qui étaient ces êtres au crâne allongé. Évidemment, nous n'avons pas de réponse définitive, mais tous les indices laissent penser qu'il a existé une race d'êtres humanoïdes, semblables aux hommes, mais qui n'étaient pas des hommes. Cette race devait fasciner les peuples du monde entier.
au point qu'on en vint à les imiter, en déformant le crâne pour essayer de leur ressembler. Ils étaient peut-être vus comme des dieux ou êtres supérieurs, et la déformation crânienne permettait de s'en rapprocher. Les observations historiques, les découvertes archéologiques et les caractéristiques anatomiques indiquent clairement que nous parlons d'une race humaine différente, avec une structure génétique distincte. Le chercheur américain Brian Forster, afin de tenter de percer le mystère de ces crânes allongés, a lancé une série d'analyses génétiques sur les crânes trouvés à Paracas. Et les résultats ont été surprenants. L'ADN de ces anciens hommes raconte en effet une histoire inattendue. Même si Brian Forster a prélevé ces échantillons sur des crânes retrouvés à Paracas, donc au Pérou, ceux-ci ont révélé la présence d'haplogroupes associés respectivement à l'Europe de l'Est, à la Mésopotamie et à la Syrie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la découverte que certains segments de l'ADN ne correspondaient à aucun haplotype humain connu, suggérant des origines génétiques potentiellement uniques ou inconnues. Donc, selon ces tests génétiques, ces anciens individus qui vivaient il y a des milliers d'années en Amérique du Sud auraient en réalité une origine moyenne-orientale et européenne, et certains traits de leur ADN ne correspondraient pas à des traits connus. La nature indépendante de ces recherches, même si elle a vu la participation de scientifiques diplômés, n'a pas été accueillie avec intérêt par le monde de la science officielle. Il sera clairement nécessaire de mener d'autres enquêtes, mais les indices que nous avons analysés jusqu'à présent, ainsi que les résultats génétiques, bien qu'ils nécessitent encore des approfondissements, ouvrent la voie à des scénarios inédits et, à certains égards, révolutionnaires. Un peuple ancien et mystérieux a vécu sur Terre, et il a été capable de voyager dans tous les coins de la planète. Les hommes avec lesquels ils sont entrés en contact ont été tellement fascinés par ces êtres qu'ils ont essayé, à travers des pratiques dangereuses et compliquées, d'imiter leur physique. Qui était ce peuple ancien ? S'agit-il des êtres divins dont parlent les traditions du monde entier ? Avons-nous trouvé des preuves de leur existence ? Nous continuerons à enquêter sur ce fascinant mystère. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine histoire.